À présent, nous allons rejoindre au téléphone Monsieur Pierre d'Ortiguier, professeur retraité de philosophie à l'Académie de Toulouse et spécialiste des questions internationales. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à notre invité, à votre invité et à tous nos auditeurs en ce jour glorieux. Merci de votre intervention téléphonique, monsieur le professeur. Alors, les récents événements survenus dans les départements d'outre-mer français, dans les Antilles françaises, monsieur le professeur, ont relancé le débat sur le passé colonial de la France, mais aussi sur cette question des droits de l'homme. Alors, il paraît qu'il existe un grand écart en France entre ce qui est dit, ce qui est promis par les dirigeants français, par les hommes d'État, et ce qui est fait à l'égard des ressortissants français, des immigrés, des citoyens français, des ressortissants étrangers, des immigrés, mais aussi des gens qui sont étroitement liés à la culture et à la civilisation française. Comment expliquez-vous cet écart, cette fissure dans la politique française chez les dirigeants français à l'égard de cette question des droits de l'homme? Eh bien, cette question des droits de l'homme, justement, a toujours été la révélation d'un écart entre les mots et la réalité, et ceci dès même que cette notion a été prononcée, c'est-à-dire sous la Révolution française. Par exemple, lorsque vous voyez aujourd'hui les manifestants aux Antilles arborer des t-shirts rouges, ils le font justement en souvenir de ces mêmes couleurs qui avaient été opposées aux occupants français sous la Révolution en 1792, voyez, lorsque ceux-ci étaient venus de métropole au secours des esclavagistes. Et en particulier, en 1801, par exemple, Napoléon Bonaparte, qui avait rétabli l'esclavage, qui avait été, disons, uniquement en parole aboli dans cette région des Antilles, et a fait débarquer le contre-amiral Lacrosse avec 4000 hommes, et justement, disons, c'est pour signifier qu'ils se souviennent très bien de ces événements, et que ceux-ci sont toujours présents, c'est-à-dire que le temps du mépris dure toujours, que les manifestants ont justement, disons, aux yeux du monde, arboré ces couleurs. Voyez, je crois que ceci tient au fait que cette notion de droit de l'homme est une notion vide, une notion abstraite, c'est-à-dire qu'elle fait absolument abstraction de toute concrétude religieuse, de tout sentiment du devoir concret. Ce n'est, disons, qu'une sorte d'appât pour, disons, favoriser les ambitions et, disons, cette sorte de loi de la jungle. C'est en réalité, disons, la porte ouverte à toutes les impostures. Nous le sentons en tant que Français, voyez-vous, et cette notion, vous savez, avait été, nous l'avons dit souvent dans votre émission, attaquée à l'époque par l'Église, attaquée par toute la philosophie, en particulier la philosophie allemande, voyez-vous. Aujourd'hui, nous voyons qu'il s'agit là d'une baudruche, il s'agit là de quelque chose de creux. Et je dois dire que ceci vaut autant, justement, dans le domaine pénitentiaire. Nous avons deux professeurs, un professeur plutôt et un sociologue, M. Bérard et M. Chantraine, qui ont écrit quelque chose de très important, de 172 pages, qui est vraiment impeccable sur la réforme et la dérive de l'institution pénitentiaire. Et M. Bérard, qui est professeur à Paris 8, est membre de l'Observatoire international des prisons. Vous savez, si on voulait dire ce que nous, comme Français, comme, disons, écrivains, ayant fréquenté dans des philosophes, ayant vécu, disons, dans cette formation universitaire, nous pensons de cette mentalité de nos compatriotes. Moi, je vous dirais une seule chose, c'est ce que disait Camus à propos des massacres de Madagascar, qui avaient duré 21 mois en 1947. Il a écrit dans Combat, si aujourd'hui des Français apprennent, sans révolte, les méthodes que d'autres Français utilisent parfois envers des Algériens ou des Malgaches, c'est qu'ils vivent de manière inconsciente, et c'est l'inconscience des droits de l'homme, justement, sur la certitude que nous sommes supérieurs en quelque manière à ces peuples, et que le choix des moyens propres à illustrer cette supériorité importe peu. Je dirais que c'est dans Combat, et si vous me permettez, non pas un mot de la fin, mais un mot d'insistance, Combat était à l'époque dirigé par M. Smadja, qui est un sioniste de Tunisie. Eh bien, on pouvait dénoncer le colonialisme contre les Malgaches, contre les Algériens, on l'a dénoncé dans Combat, mais jamais, je le souligne, contre les Palestiniens. Voyez-vous, nous sommes ici, non pas dans les lumières des droits de l'homme, mais justement dans l'obscurantisme complet dont les droits de l'homme ne sont qu'une étiquette hypocrite. Monsieur le professeur, depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy
Alors, les organisations européennes des droits de l'homme, de défense des droits de l'homme, constatent que la situation des droits de l'homme s'est dégradée en France. Quel est votre constat, justement, sur les cas de violation, sur l'aggravation de la dégradation de la situation des droits de l'homme en France depuis la prise de fonction du président Sarkozy? Et depuis sa prise de fonction, nous avons affaire à un discours qui se veut, disons, non seulement autoritaire, mais disons qui est consciemment répressif et qui ne voit la répression que comme solution à tous nos problèmes. Vous l'avez par exemple dans cette fameuse loi de rétention de sûreté qui a encore été faite le 26 février 2008 par Mme Rachida Dati, qui d'ailleurs va à l'encontre même du principe de non-rétroactivité des lois, puisqu'il s'agit d'ajouter des peines à une peine déjà prononcée. Il y a, je le répète, c'est le mot fondamental, un mépris. Et ce mépris, il vient justement, c'est pour ça que votre émission est très intéressante de le souligner, à l'intérêt de le souligner, justement des mauvaises habitudes que nous avons acquises, nous Français, non pas en Europe, mais au contact de la répression coloniale. C'est quelque chose qui est profondément enraciné. De Gaulle avait voulu y résister, il y a réussi en partie, mais disons que c'est cette sorte de critères de force, de critères de violence, qui fait que la plus grande partie, par exemple, de la population immigrée aujourd'hui, qui est laissée sans aucun soin, voyez-vous, ne voit comme solution s'ouvrir devant elle que justement cette sorte de répression. Monsieur Michel Foucault, il parlait de la prison comme d'un lieu de construction de filières délinquantes. Si c'est ce que produit. Vous savez quel est l'espoir que nous avons aujourd'hui? C'est d'avoir en 2017 80 000 personnes enfermées. Croyez-vous que ce soit une solution? Croyez-vous que ce soit répondre à ce que demandait Victor Hugo, c'est-à-dire ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons? Je crois que c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui, et je crois que ceci vient non pas d'une mauvaise idée, mais d'une absence d'idée, d'une absence de moralité, d'une absence véritablement de sens social. Voyez-vous, nous avons des paroles, et en France, mais nous n'avons pas suffisamment d'action. Et une toute dernière question, soyez abrégé s'il vous plaît, monsieur le professeur. La France est souvent citée comme la partie des droits de l'homme. Est-ce qu'elle est capable aujourd'hui, alors d'après ce que vous venez de citer, de donner à d'autres pays l'exemple qui est digne de son nom? Non, aucunement. La France, au contraire, devait faire un effort d'humilité, et je crois qu'elle ne peut le faire qu'à la condition, comme tout effort d'humilité, de prendre conscience d'elle-même, c'est-à-dire de procéder justement à, je le répète, à un examen de conscience. Mais pour cela, il faudrait justement un sens de la mesure, un sens de la religion. Nous avons pris en réalité une direction tout à fait opposée, et bien sûr, nous en recueillerons les fruits, ce sont les fruits de la stérilité. Pierre d'Ortiguier, je rappelle que vous êtes professeur retraité de philosophie à l'Académie de Toulouse et je vous remercie infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci et à très bientôt. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir.